Bonjour, mesdames, messieurs, ici Julie Drolet. Bienvenue à cette journée 37 de cette campagne électorale, à notre dernier match des candidats, qui sera encore une fois aujourd'hui un match des candidates. Avec nous aujourd'hui, Marois Risky, candidate du Parti libéral du Québec. Elle se présente dans Saint-Laurent. Bonjour, madame. Bonjour. Catherine Fournier, députée sortante et candidate du Parti québécois, qui se présente dans Marie-Victorin. Bonjour. Bonjour. Geneviève Guilbeault, députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec, qui se présente dans Louis-Hébert. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Dorion, candidate de Québec solidaire, qui se présente dans la circonscription de Tachereau. Bonjour. Bonjour. 4 thèmes aujourd'hui. Les voici. On va parler de la dernière semaine de campagne. Est-ce une semaine de trop? Pour ou contre un mode de scrutin proportionnel? Les conséquences d'un éventuel gouvernement minoritaire? Où en êtes-vous dans vos ouvertures ou pas, d'alliance ou pas? Et dossier de l'environnement qui a ressurgi à plusieurs reprises cette semaine, segmenté par différents sujets. Pensez à redevance de l'eau, milieu humide, impact sur les emplois. Bref, on parlera de ça dans notre dernier segment. On va lancer immédiatement notre premier thème. La campagne est-elle trop longue? Ce qu'on retient surtout, c'est qu'elle a été marquée vraiment par des attaques. Voici quelques extraits. J'ai fini de me faire manger la laine sur le dos, là. Si quelqu'un fait des attaques, il m'en recevra une aussi. J'embarque pas dans ce lançage de boîte-là. Alors, je vous annonce aujourd'hui, non pas en grande primeur, vous l'aviez remarqué, que je n'embarquerai pas dans ces jeux-là. La population haït ça. C'est pas ça de la politique. Alors, ma question est toute simple. Est-ce que la dernière semaine a été une semaine de trop? J'aimerais toutes vous entendre là-dessus. Donc, on va y aller en rafale. Vraiment des réponses de quelques mots. On aura l'occasion de vous entendre plus longuement par la suite. Alors, on commence le bal, on lance avec Catherine Dorion de Québec solidaire. Semaine de trop ou pas? Bien, je trouve que juste la question qu'on la pose, ça dit un peu ce que c'est. Ça veut dire que vous n'avez plus grand-chose à nous demander. On n'a plus grand-chose à dire. C'est le temps que ça finisse. On va passer à la suivante. Madame Guilbeault? Je pense que oui. Rappelons-nous que c'est Philippe Couillard qui a décidé d'ajouter des jours à la campagne électorale. Donc oui, peut-être un petit peu trop long, mais on en tire profit comme on peut. On va passer à Madame Fournier. Moi, je pense pas. Nous, on est convaincus que nous avons le meilleur programme au Parti québécois, donc d'avoir davantage de temps pour présenter nos idées. Encore cette semaine, Jean-François Lisée a fait des annonces à tous les jours, donc nous, je pense que c'est très bénéfique pour notre formation politique. On complète le tour de table avec Madame Risky. Bien non, nous, on avait beaucoup d'éléments à mettre en valeur et parler avec la population pour les rencontrer. Mais c'est sûr que ça peut être très long pour la CAQ et que c'est difficile d'expliquer toutes les positions. Alors voilà, le tour de table est fait. Plongeons un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant. Je vais commencer avec vous, Madame Dorion, parce que toute la semaine, on a vu vraiment Madame Massé ciblée par les attaques sur les liens entre Québec solidaire et le marxisme. Monsieur Lisée qui a multiplié les attaques. Ensuite, on a eu même des anciens chefs. L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, là. Puis des anciens collègues de René Lévesque, des ministres, des directeurs de cabinet. Bref, tout le monde a ciblé, tous ces gens-là ont ciblé Madame Massé. Votre parti s'était fait reprocher, vous vous rappelez, de ne pas être questionné suffisamment, d'avoir un peu trop d'espace, que ce soit trop facile. Là, ça a été un petit peu moins facile pour le Québec solidaire cette semaine. Comment vous avez trouvé ça? Bien, on s'y attend, en fait, depuis le début. Là. On s'y attend depuis le début qu'on milite dans un parti qui était plus petit que les autres. On se disait, à la minute où ça va lever, à la minute où on va vraiment prendre l'espace dans la population, parce que nous, nos campagnes sont beaucoup avec les gens, tu sais, à la minute où on va être assez gros dans le rétroviseur des grands partis, c'est sûr qu'on va commencer à recevoir de la boîte. Puis comme on s'y était préparé, on n'était pas comme « Ah, ça n'a pas de bon sens, ça, c'est donc bien dégueulasse ». On a juste dit « Bon, ben voilà, on est rendu à l'étape suivante. Ça veut dire qu'on grandit, puis on avance là-dedans. » C'est quelque chose... Moi, je suis pas étonnée. La politique, ça a l'air que c'est ainsi fait. Nous autres, on veut pas juste dire qu'on a des idées qui sont vraiment dans le changement, tu sais, bon, la transition énergétique et tout. C'est aussi dans la manière de faire de la politique. On est là vraiment parce qu'on y croit, tu sais. On est des militants, les gens à Québec solidaire, puis on veut vraiment changer le Québec. Fait que de se faire attaquer comme ça, on se dit, bon, ça a l'air que c'est la norme dans la manière générale de faire de la politique qui est celle, la nôtre, depuis des décennies. Nous, on veut faire ça autrement. Fait qu'on essaie de rester focus sur nos programmes, notre programme. Madame Fournier, votre chef vraiment n'a pas lâché de Québec solidaire de la semaine. Comment vous expliquez ça? Bien, d'abord, moi, dans les 2 derniers jours, j'ai aussi entendu des attaques, si on peut dire, de Mme Massé. Mais je pense qu'en fait, l'important dans une campagne électorale, c'est de demeurer sur les idées, sur les propositions. Puis je pense que c'est juste tout à fait normal que l'ensemble des formations politiques
puisse se faire poser les questions qui s'imposent sur les programmes, sur la crédibilité, sur le sérieux de ce qu'on avance. On sait par exemple que dans la présente campagne, il y a seulement le Parti québécois qui a respecté le cadre financier, le rapport du ministère des Finances. Donc, on s'est basé sur les recommandations de la vérificatrice générale. Alors, nous, on sait qu'on propose du sérieux aux Québécois. On n'entre pas dans une joute là, de cynisme. On sait que ce qu'on promet, on est capable de le faire. Ça, je pense que c'est important. Alors, c'est normal par la suite de questionner sur les propositions qui sont avancées de chacune des formations politiques. Mais nous, le message qu'on a vraiment lancé cette semaine, c'est celui du rassemblement. C'est que le Parti québécois a été le parti du rassemblement, l'est toujours. Donc, nous, on regroupe des différentes tendances, tous unis autour d'un seul projet. Mais est-ce que votre caucus était mal à l'aise? Est-ce que votre caucus était mal à l'aise avec les initiatives de M. Lisée dans ses attaques à l'endroit de Québec solidaire? Parce qu'il semble qu'il y ait eu une réunion où les gens ne voyaient pas tous les choses de la même façon que le chef. Non, nous, au Parti québécois, on a des réunions qui sont très fréquentes. Vous savez, on est un parti extrêmement démocratique. Nos membres sont beaucoup impliqués dans la prise de décision. En fait, ils sont à la base de ces décisions-là. Et nous, on considère qu'on devait poser des questions à l'ensemble des formations politiques. M. Lisée a été beaucoup plus dur et avec raison envers le premier ministre, M. Couillard, envers François Legault aussi, parce qu'on a vu que M. Legault n'a pas du tout passé le test de la crédibilité au courant de l'ensemble de la campagne électorale, au fond. Donc, on a été dur, mais en même temps, c'est des questions qui sont normales de poser dans une campagne électorale. C'est pas rien le choix que doivent faire les Québécois le 1er octobre. Alors, nous, on considère qu'ils doivent avoir toute l'information possible entre les mains pour être capables de faire le meilleur choix. Les chefs ont dévoilé cette semaine leurs actifs, mais ça a donné lieu, encore une fois, à d'autres ripostes, à d'autres façons d'attaquer ses adversaires. On a vu François Legault, chef de la CAQ, suggérer lors d'une question sur la fameuse ligne, les impôts latents de Philippe Couillard. Alors, il a évoqué que ça pouvait vouloir dire qu'il y avait de l'argent à l'étranger qu'il n'aurait pas divulgué. Vous avez vu les réactions de M. Couillard par la suite, très fâché à l'endroit de ces allégations. Madame Guilbeault, est-ce que votre chef est allé trop loin cette semaine? Bien, écoutez, Monsieur Legault a fait des commentaires, je dirais, en sa qualité de comptable, a posé des questions en sa qualité de comptable sur cette notion d'impôt latent. Si M. Couillard y a vu des rapprochements avec sa propre situation, ce seront ses propres conclusions. Mais en termes d'attaque, parce qu'il s'agit de ça, là, depuis le début, on a parlé du tiraillement entre M. Lisée et Mme Massé. M. Couillard ne laisse pas sa place non plus. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine les insinuations pernicieuses qu'il a faites sur le fait qu'une personne qui aurait été adoptée, une personne qui ne serait pas née au Québec, serait indigne de faire de la politique au Québec. Je serais curieuse de connaître l'opinion de Mme Risky ou de Mme Anglade là-dessus. C'était tout à fait déplacé et je pense que ça trahit le désespoir et la panique libérale. On assiste à des déclarations malheureuses et ça me ramène à la première question qui était est-ce que la campagne est trop longue? Moi, je pense que quand on assiste à des déclarations aussi malheureuses, aussi désespérées, aussi impertinentes, oui, peut-être que la campagne est trop longue. Maintenant, moi, je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Ça me fait plus de temps pour aller partager mes idées, partager la vision de la CAQ avec mes concitoyens. Et s'il y a une chose qui est bien unanime sur le terrain, et je l'entends aussi de la part de mes collègues de la région de Québec, puis un petit peu partout, j'étais à Chicoutimi hier, c'est la même chose, c'est cette volonté de changement qui est tellement forte. Et à ce stade-ci de la campagne, statistiquement, politiquement, c'est bien évident pour les gens. Et là, je veux faire un appel à ceux qui seraient tentés peut-être de voter pour le Parti québécois. C'est bien évident qu'à ce stade-ci, la CAQ est la seule option capable de remplacer les libéraux. Alors moi, je veux faire un appel aux gens. Allez voter en grand nombre lundi. C'est l'occasion ou jamais de tourner la page sur 15 ans de gouvernement libéral. Vous avez interpellé deux de vos adversaires. On va commencer par Mme Risky. Bon, bien, écoutez, de toute évidence, Mme Guilbeault n'a pas remarqué une chose, c'est que ils sont partis très haut, la CAQ, en début de campagne, mais leurs appuis ont fondu. Pourquoi ils ont fondu? Parce qu'ils ne sont pas crédibles sur bien des aspects. En matière d'environnement, évidemment, on ne les entend pas vraiment, mais aussi en matière économie. Ils se présentent, M. Legault, comme champion de l'économie, alors que moi, je suis professeur de fiscalité à l'université. J'enseigne tant au bac qu'à la maîtrise. Et sur des notions de base, là, hyper de base, comme qu'est-ce que c'est l'impôt latent? M. Legault reprend son chapeau de comptable, agréé. Il dit, écoutez, moi, je suis comptable, là, puis habituellement, ça, c'est parce qu'on cache des avoirs, on cache des actifs à l'étranger. Franchement, si M. Legault ne comprend pas un aspect aussi simple de la comptabilité, c'est-à-dire des impôts qu'on doit payer lorsqu'on liquide tous nos actifs, je ne sais pas comment il va faire pour gérer le budget du Québec de près de 100 milliards de dollars, franchement. Là. Mais aussi, sur d'autres aspects, M. Legault, c'est vrai qu'on a tous compris que c'est pas un génie en herbe, en immigration, mais moi, ma question, c'est un génie en quoi? Parce que, sincèrement, si on ne maîtrise pas les dossiers économie, on ne maîtrise pas non plus l'immigration, on ne maîtrise pas non plus l'environnement. Ce matin encore, à Paul
débarquant, il réouvrait la possibilité d'avoir du privé aller l'Anticosti alors qu'on vient de sortir de là. Alors, franchement, là-dessus, moi, je pense que Mme Guilbeault, c'est plus à vous de regarder qu'est-ce qui se passe de votre côté. Vous avez donc répliqué, mais on va laisser répliquer aussi Mme Fournier, parce que vous avez aussi été interpellée par Mme Guilbeault. Oui, tout à fait. Bien, moi, je comprends que la CAQ a trouvé la campagne très longue, parce que jour après jour, M. Legault a dû répondre à des questions qui ont mis en doute sa crédibilité. Puis ça, les Québécois l'ont bien vu, on l'a entendu énormément sur le terrain. Moi, dans Marie-Victorin, il y a des citoyens qui m'en parlent à tous les jours à quel point le chef de la CAQ les a déçus au courant de la campagne électorale. Donc, au contraire, c'est vraiment le Parti québécois qui s'est distingué au courant de la campagne électorale avec une campagne qui est positive, une campagne axée sur les idées. D'ailleurs, nous, on en a tellement des idées qu'on continue à faire des annonces tous les jours, contrairement à la CAQ. Ça fait presque une semaine qu'ils n'ont absolument rien annoncé. Alors, évidemment, ça laisse beaucoup de place au dérapage par la suite. Mais nous, on reste concentrés sur les idées. On sait qu'on est un parti qui a fait des grandes choses pour le Québec. On a fait des réformes qui ont changé le Québec pour le mieux, qui a apporté du changement positif pour la population, des changements concrets dans la vie des gens. C'est ce que nous voulons faire à partir du 1er octobre. Et on sait qu'au Parti québécois, on est vraiment le parti du rassemblement. Et M. Lisée l'a aussi prouvé au courant de la campagne. Il a réussi à rallier beaucoup autour de lui et à se poser vraiment comme un rassembleur, notamment dans le dossier de la gestion de l'offre lors de la Un dernier mot Et ça, ici, Mme Dorion, allez-y. Oui, sur le free ride que Québec solidaire aurait eu dans les médias, on a tellement ri quand on a entendu ça parce que, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, pendant 12 ans depuis la création du parti, de faire des campagnes sans avoir l'attention des médias parce qu'on était toujours le plus petit parti, parce que si c'est ça une free ride, je vous irai parler aux gens qui sont là depuis 12 ans puis qui déploie des efforts hallucinants pour arriver à avoir des fois une vitrine par-ci ou par-là où on peut déployer nos idées, proposer nos idées. Ça a été vraiment beaucoup d'huile de bras. Puis si l'idée, c'est que ça, c'est facile, c'est qu'ils ont peut-être les gens qui accusent Québec solidaire d'avoir une free ride ont peut-être oublié leurs expériences militantes de jeunesse où eux aussi ont eu à faire ça. Ils devraient s'en souvenir. C'est des beaux moments. Alors, ce sera la fin de notre premier thème. On va passer au deuxième. C'est un sujet qui est revenu beaucoup aussi cette semaine, le mode de scrutin proportionnel, mix, compensatoire. Petit extrait. Moi, je le dis, là, si la CAQ est élue, on va déposer dans la première année une réforme du mode de scrutin avec l'appui de Québec solidaire et du Parti québécois pour avoir un mode de scrutin proportionnel mixte. Je le dis, là, si vous votez pour la CAQ, vous votez pour transformer le mode de scrutin vers un mode de scrutin proportionnel mixte. C'est pas mon projet à moi. Mon projet à moi, c'est l'économie, les finances publiques que je viens gérer pour rendre la vie des gens plus simple et plus facile. Il n'y a pas nulle part sur le radar de mon projet cette question d'une réforme du mode de scrutin. Et savez-vous quoi? Ça n'intéresse pas le monde non plus. Bon, ça intéresse le monde ou ça intéresse pas le monde, de ce fameux mode de scrutin proportionnel? Mais le nom est long, c'est vraiment mix compensatoire, là, c'est ce qui est sur la table. Vous l'avez vu, tous les partis sont pour, sauf le Parti libéral. Madame Risky, il va falloir que vous nous aidiez à comprendre la position de votre chef. Pourquoi il est contre? Bien, il faut d'abord comprendre ce qui est proposé sur la table. En ce moment, il y a 125 sièges. On parle d'augmenter ça à 78 parce que ce serait vraiment des candidats élus et que le reste, les 50 autres, seraient au fond partagés ou est-ce qu'on mettrait des candidats probablement en région à partir des proportions qu'ils ont reçues. Mais ça, en fait, ça vient d'enlever du pouvoir dans les régions. Mais aussi, c'est les candidats. Est-ce qu'ils sont vraiment rattachés à cette région-là? Comment on va faire pour vérifier ça? Mais c'est vrai que moi, partout où est-ce que je suis allée, à l'extérieur de Montréal ou même à Montréal, les gens, c'est pas ça qui me parlent en priorité. Vraiment, la priorité, santé, éducation et l'économie d'abord. C'est ça la priorité des Québécois. Maintenant, on veut savoir pourquoi les autres partis sont pour. Alors, on va y aller en rafale. On va y aller à tour de rôle. Encore une fois, il va falloir que ce soit en quelques mots. On aura l'occasion d'en parler plus longuement en développant ce bloc-là. On commence par Mme Fournier. Oui, bien d'abord, si je peux corriger Mme Risquier, ça n'enlève pas du tout de pouvoir aux régions. Prenons par exemple la Gaspésie, qui a actuellement 3 circonscriptions. Bien là, il y aurait 2 députés de circonscription, puis il y aurait un député avec la compensation. Donc 2 plus 1, ça donne aussi 3. Mais il ne sera pas local. Ben oui, il va être local, il va représenter la Gaspésie. Moi, je pense que c'est une nécessité parce que les gens là, ont besoin de retrouver confiance dans le système politique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend partout. Il y a énormément de cynisme, même chez les jeunes. Moi, j'ai fait une tournée dans presque 40 cégeps et universités. J'ai consulté plus de 2000 étudiants, puis c'est quelque chose qui est tellement demandé de sentir que notre vote a davantage d'influence que dans le système actuel. Vous savez, avec la pluralité maintenant des idées politiques, les plus petites formations politiques aussi doivent avoir une voix. Alors, vous
est vous des dites que ça démocrates. intéresse le monde. Quand je dis en Totalement. faire, c'est faire La ce cours un confiance, peu, c'est là. fondamental. La Bon, très confiance bien. envers le système politique. Madame Guilbeault, votre parti est pour aussi. On a entendu votre chef plus tôt. Pourquoi vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, absolument. Bien, en fait, la réforme du mode de scrutin va permettre d'être plus représentative et plus en phase, plus le reflet de la volonté des électeurs. On le sait, il existe actuellement une certaine distorsion entre le suffrage, donc le vote des électeurs dans chacune des régions, et le nombre de sièges. Donc, et là, encore une fois, on voit que le Parti libéral s'inscrit à l'envers du monde, contre la volonté de la population, semble pas comprendre que c'est quelque chose qui est partagé par tous les autres partis, c'est quand même pas rien, et par une majorité d'électeurs qui sont intéressés à ce que leur voix soit davantage représentée, davantage entendue par un mode de scrutin qui va favoriser une représentation beaucoup plus précise de la réalité du vote des électeurs dans chacune des régions. D'ailleurs, la vérification qui a été faite récemment prouve que c'est faux que les régions seraient moins bien représentées. Et un ancien ministre libéral, Benoît Pelletier, quand même une éminence en droit constitutionnel, a confirmé que c'est faux de dire que les régions seraient moins bien représentées. Donc, encore une fois, c'est le Parti libéral qui est complètement déconnecté. Catherine Dorion, maintenant. Pourquoi Québec solidaire est en faveur? En fait, juste d'abord, moi, ça me choque quand j'entends un chef de parti dire « ça intéresse personne ». C'est pas que ça intéresse personne, c'est que ça n'a pas été expliqué aux gens. Puis le rôle des politiciens, entre autres, c'est de faire ça, c'est d'être capable de vulgariser des enjeux comme ça. Donc, on évite de le vulgariser pour ne pas que ça intéresse les gens, parce que dans le cas du Parti libéral, ça leur permet de rester au pouvoir depuis des années, année après année. En fait, pour le vulgariser maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la réforme du mode de scrutin veut répondre au problème suivant, c'est que là, avec 40 ou moins du vote des Québécois, de ceux qui vont voter, on peut avoir 55 des sièges à l'Assemblée nationale et 100 du pouvoir. Ça, c'est un gros problème de représentativité. Ça veut dire que beaucoup de monde vote pour des petits partis qui ne sont pas élus dans leur comté et ils ont l'impression de perdre leur vote. En fait, ils perdent vraiment leur vote. Et quand le parti est majoritaire, tous les députés élus des autres partis n'ont pas vraiment de poids parce que l'autre parti est majoritaire, il fait absolument ce qu'il veut. Donc ça fait un déficit démocratique qui éloigne les gens de leur politique, qui se dit « bah, j'ai pas de pouvoir, je suis impuissant ». Ça, c'est un réel problème. Et quand, comme le mouvement Démocratie Nouvelle l'a fait, qui est un mouvement citoyen qui a amené les trois partis dont on parle ici à se concerter puis à dire « d'accord, on est pour une réforme du mode de scrutin », quand un mouvement citoyen fait ça, son but à lui, c'est d'expliquer la raison pourquoi c'est important. Et tout le monde est d'accord au Québec sur pourquoi c'est important. Donc, il faut arrêter de dire ça n'intéresse pas les gens. Il faut prendre sur soi la job de l'expliquer. Il faudrait que le Parti libéral prenne sur soi la job d'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus pratique pour lui de continuer dans un modèle qui est moins démocratique. Madame Dorion, ma première réponse, ça a été d'expliquer. Venez pas me dire que j'ai pas vulgarisé. Dès qu'on a posé la question, la première chose que j'ai faite, c'est d'expliquer comment fonctionnait ce qui était proposé sur la table. Alors, oui, mais vous avez dit des choses qui sont pas vraies, par exemple, les gens en erreur, Madame régions. On va y aller une à la fois parce qu'on vous entend plus. Excusez-moi, on va continuer avec Mme Risky. Allez-y. Si on regarde là, ce qui a été fait comme projection, par exemple, par Québec 125, si on reprenait le modèle qui est mis sur la table en ce moment, de proportionnel mixte, on serait en perpétuelle en ce moment minorité, où est-ce qu'on doit toujours chercher des alliances, des jeux en arrière des coulisses des pouvoirs. Moi, je crois qu'en ce moment, vous avez raison de dire que ça peut intéresser des gens, mais dans les priorités des Québécois, quand on regarde toutes les priorités, c'est pas la première qui arrive. Et je vous dirais mais aussi le gouvernement n'est pas là juste pour faire la première chose. Mais je vous dirais aussi une autre affaire, c'est que c'est faux de penser qu'à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas des consensus. En ce moment, la plupart des projets de loi sont déposés, puis il y a des concertations avec les autres partis, puis on est capable de faire... puis les bâillons que vous aviez passés aussi, c'était très consensuel. Excusez mon ironie, là, mais... mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même un gros pourcentage de projets de loi qui sont passés quand même. Mais l'idéal, ce serait que le consensus soit nécessaire. Il n'y a pas de campagne de part. Je vous dis, c'est quoi notre position. Je vais relancer la question. Allez-y, Mme Guilbeault. On peut peut-être faire un référendum. On va écouter Mme Guilbeault, s'il vous plaît. De la population. On va écouter Mme Guilbeault. Oui, excusez, mais donc c'est toujours le même réflexe qu'ont les libéraux d'essayer de faire une campagne de peur. On propose de réformer le mode de scrutin. Ils nous disent non, les régions vont être bien représentées, alors que des voix, des personnes tout à fait crédibles ont démontré le contraire. Maintenant, vous dites c'est pas la priorité des Québécois. La priorité, c'est la santé, l'éducation. C'est bien certain parce qu'ils vivent avec un échec libéral depuis 15 ans. Les urgences débordent, on a coupé en éducation, etc., etc. Alors oui, effectivement, il y a urgence d'agir en santé et en éducation, mais c'est pas une raison pour glisser sur le tapis la réforme du mode de scrutin en disant, comme Mme Veil l'a déjà dit, en Chambre d'ailleurs, c'est trop compliqué de toute façon pour les électeurs. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc c'est pas une priorité de le régler. Bon, j'aimerais lancer une question à Mme Fournier maintenant. Est-ce que ça va prendre l'unanimité en Chambre pour changer le mode de scrutin? Parce que si, par exemple, votre parti n'est pas élu à la majorité, ou si, par exemple, la CAQ n'était pas élue à la majorité, tous les scénarios sont sur la table au moment où on se parle. Si on se retrouve
dans un gouvernement qui n'est pas majoritaire. On fait quoi avec le fameux mode de scrutin si le Parti libéral continue à s'y opposer? Bien, moi, je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait 3 partis politiques qui soient en faveur du changement du mode de scrutin. Je crois qu'il y a des bonnes chances que nous ayons un gouvernement minoritaire à partir de lundi. Donc, dans ce contexte-là, ce sera tout à fait possible de s'allier pour faire le changement du mode de scrutin qui est tant attendu. Puis non seulement ça va donner plus de poids à chacun des votes au Québec, mais ça va aussi contribuer à changer la culture politique. Puis ça, Mme Risky, venez pas me dire que vous l'entendez pas. C'est vraiment une préoccupation des citoyens. Ils ont envie qu'on fasse de la politique différemment. Des fois, ça peut être difficile dans notre système politique, malgré que, oui, il y a des consensus, malgré que, oui, il y a beaucoup de positifs que parfois on ne voit pas nécessairement dans les médias. Mais tout de même, je pense qu'il faut changer la politique de la confrontation, puis ça va vraiment aider de devoir faire des coalitions, de devoir s'arranger pour que les gouvernements minoritaires, on retourne pas justement en élection à chaque année, qu'on se dise qu'on s'assoit tout le monde ensemble, qu'on arrive à des consensus qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de la société. Ouais. Puis d'ailleurs, M. Lisée s'est engagé, là, s'il est le prochain premier ministre, donc si le Parti québécois remporte le pouvoir lundi dans un gouvernement minoritaire, à gouverner pendant 4 ans. Donc ça veut dire que oui, on aura l'occasion de parler accepte des gouvernements de faire des minoritaires. compromis. On va en parler après la pause. Mais ma dernière question maintenant, est-ce que les électeurs devraient se prononcer sur cette question-là? Parce qu'il reste que c'est assez complexe, ce système. Hein? Il y aurait 60 des députés qui seraient choisis lors de l'élection, mais 50 autres sièges qui seraient des sièges de compensation. Le principe est quand même un petit peu difficile à expliquer. Et il y a effectivement des gens qui se demandent, est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Est-ce que le poids des régions ne va pas être amoindri? Les électeurs ont-ils une occasion de s'exprimer là-dessus? Est-ce que ça prendrait l'équivalent d'un genre de référendum ou quelque chose pour leur poser la question? Je vous lance la question. Bien, moi, je vous dirais qu'au niveau oui. de la carte électorale, avant de changer une carte électorale, on essaie de chercher le plus grand consensus en Chambre. Alors, je pense que quand on veut changer le mode de scrutin, qui est encore plus important que les cartes électorales, ça prendrait une quasi-acceptation au niveau de la Chambre. Mais oui, il faut consulter la population. Et ailleurs au pays, que ce soit en Colombie-Britannique ou en Ontario, oui, ils sont allés en référendum sur cette question. On doit consulter la population. Bon. Dernier mot là-dessus, important. Mme Dorion. Bien, je pense qu'on a réussi à démontrer, le Parti québécois, Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec, que quand il en allait de l'intérêt supérieur du monde, des Québécois, on était capable de s'entendre sur cette question-là. Donc, si on est capable de faire consensus, on va être capable, le Parti libéral pourrait se joindre à nous, on pourrait être capable de chacun mettre sur la table ce qu'on considère être les intérêts des gens en étant sûr que, en étudiant les modes de scrutin ailleurs dans le monde, mixte, voir ce qui se passe le mieux avec le plus d'avantages possible et le moins d'inconvénients, en regardant comment le Québec est fait. Donc ça, c'est très possible. Si les représentants élus sont capables de se parler, et c'est ce que un mode de scrutin proportionnel mixte favoriserait le plus souvent possible en plus. Si on se parle, on est capable de trouver la meilleure solution. C'est un enjeu complexe pour dire on va faire un référendum là-dessus. Bon. L'idée du Parti libéral, c'est bien évidemment de faire une campagne de peur pour pas que ça se passe. Non, c'est d'aller consulter la population. C'est terminé. Ce bloc-là est terminé. Après la pause, et c'est là que je vous amène, on va passer à cette pause-là. Tout de suite après, on va parler des différents scénarios. Justement, une qui est sur la table, c'est un éventuel gouvernement minoritaire. Lequel, on ne le sait pas, c'est le grand mystère. Est-ce qu'il y a des alliances possibles? Et elles se feraient sur quoi? Et sur quoi elles seraient impossibles, ces alliances? Vous allez me donner vos réponses après la pause. Vos dimanches après-midi sont plutôt monotones? Ce récit Explora, c'est vraiment différent. Une explosion de documentaires passionnants, d'aventures à couper le souffle et d'animaux. Oh, trop mignon. Vos dimanches seront plus brillants. Et vous aussi. Vous saurez par exemple comment la science explique la disparition de vos chaussettes. Les rafales du dimanche, de midi à 17h. Ici Explora. Advil pour enfants. Jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre. Advil. Et c'est reparti. Ali n'a pas inventé le coup de poing. Elvis n'a pas inventé le rock'n'roll. Et nous n'avons pas inventé la voiture électrique. Nous l'avons imprégné de l'ADN Audi. En défiant tout ce qu'il y a à défier, en testant tout ce qu'il y a à tester. Voilà comment nous affrontons la boue, la neige, les montagnes. Voilà l'électrique, version débridée. Maintenant, Je suis prêt. un film.
Petit Pied. Petit Pied. Apporte beaucoup de plaisir. C'est le film à réchauffer le cœur de l'automne. Les Abominables Petits Pieds, en salle dès maintenant. De puissants séismes provoquent un tsunami en Indonésie. Selon les autorités, des familles entières sont portées disparues dans la ville de Palu. Le titre de Tesla chute de près de 12 % à la bourse de New York au lendemain d'accusations de fraude contre le grand patron Elon Musk. Malgré les allégations d'agression sexuelle contre Brett Kavanaugh, la commission judiciaire du Sénat américain entend recommander sa nomination à la Cour suprême. Air Canada prévoit interdire la consommation de cannabis à plusieurs de ses employés. Et la direction de Poste Canada a rendez-vous avec ses syndiqués en fin de semaine pour poursuivre les négociations à quelques jours d'un possible arrêt de travail. Ici RDI vous convie au World Press Photo, la plus grande compétition de photojournalisme au monde. Du 29 août au 30 septembre au marché Bon Secours. Radio-Canada, des ailes pour la culture. Promutuel est là. Promutuel Assurance est là, 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 là. Non, ça sert à rien de pédurer mon nouvel appart. Je redéménage dans 5, 6, 7 ans. Tu comprends? C'est le temps de passer à l'action. Profitez de notre promotion 2 pour 1. L'offre prend fin le 30 septembre. Seulement dans les magasins Bétonnel du Luxe. Bienvenue chez Tim Hortons. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, 2 cafés, 2 et une glace au chocolat. Autre chose? Des cartes de hockey. Puis des cartes de hockey aussi. Merci. Avancez, s'il vous plaît. La saison du hockey est de retour et les cartes à collectionner LNH Tim Hortons aussi. Seulement 1 $ à l'achat de toute boisson. Et jouez en ligne à collectionnerpourgagner.com pour avoir la chance de rencontrer Sid. Ouais, ça c'était cool. Mais ça. Ce qui peut se passer, cependant, c'est qu'on soit élu minoritaire, comme gouvernement du Parti québécois minoritaire. Puis moi, je m'engage à gouverner pendant 4 ans en minoritaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça prend un vote, il faudra négocier avec les autres partis pour le budget ou d'autres votes importants. Il n'y aura aucune coalition avec qui que ce soit. Vous avez dit qu'un gouvernement minoritaire garderait les élections à date fixe. Comment vous allez faire ça? Bien non, mais écoutez, évidemment, quand un gouvernement est défait, il est défait, mais on ne ferait pas ce que Mme Marois a fait. C'est-à-dire? Bien, Mme Marois, c'est elle qui a décidé d'aller en élection. Eh oui, parmi les scénarios qui sont sur la table lors des élections qui s'en viennent lundi, je vous le rappelle, il y a celui de la possibilité de voir se former un gouvernement minoritaire. On a tous été frappés par ce qui s'est passé du côté du Nouveau-Brunswick cette semaine. Nous, on a un parti libéral qui a finalement, dans les faits, moins de sièges que le Parti conservateur, mais qui essaie quand même de se maintenir au pouvoir. Comment? En cherchant à obtenir des alliances. Qu'est-ce que vos partis sont prêts à faire pour prendre le pouvoir et s'y maintenir? Catherine Fournier, je commence avec vous. On entend votre chef dire clairement qu'il ne voulait rien savoir d'une coalition avec qui que ce soit. Pourquoi? Bien, je pense qu'on est encore beaucoup dans les scénarios hypothétiques. Nous, on a encore confiance de pouvoir former un gouvernement majoritaire parce qu'on a des positions qui vont être très dures à faire passer, notamment au niveau du salaire des médecins. On sait que les 3 autres partis n'appuient pas le gel du salaire des médecins. Nous, on veut que les 7 milliards de dollars qui sont promis dans le futur puissent être utilisés dans les services aux patients pour donner davantage de soutien aussi à l'ensemble des professionnels de la santé. Donc ça va être très difficile. Mais si on était minoritaire, effectivement, là, comme le disait M. Lisée, bien, ça va être des ententes qui vont être ponctuelles. Alors, on espère bien sûr avoir l'appui des autres formations vous politiques misez sur pour qui? nos mesures. Oui, mais vous misez sur qui exactement? Est-ce que vous misez sur Québec solidaire? On verra au cas à cas. Mais moi, je pense que Québec solidaire va appuyer nos mesures progressistes pour l'éducation, pour la santé. Je suis sûre que la CAQ ou même le Parti libéral pourrait appuyer certaines de nos propositions aussi. On va s'asseoir avec tout le monde. Oui, Mme Dorion. On s'est engagé à gouverner pendant 4 ans. Bien, je vais entendre Mme Dorion former la balance du pouvoir pour un gouvernement minoritaire du PQ. Vous en pensez quoi? Bien, nous, on n'est pas dogmatique, là. On n'est pas accroché à notre parti. Non, notre parti, c'est pour organiser l'avancement de nos valeurs. Fait que tout ce qui va dans le sens de l'environnement, tout ce qui va dans le sens de la justice sociale, d'un réinvestissement en santé, réinvestissement en éducation, tout ce qui va dans le sens de parler d'indépendance, c'est sûr que nous, c'est là, c'est les valeurs qu'on porte, puis on va
participer à faire avancer tout ce qui fait avancer ça. Si ça se passe avec des discussions avec d'autres partis, ça va être point par point. Mais donc, vous seriez capable de mettre de côté vos différends avec le Parti québécois, c'est ce que vous dites? Bien, nous, on n'a pas de différends avec le Parti québécois sur le truc des valeurs. Bien, est-ce que, d'habitude, les partis font « je les haïs, je veux pas parler avec eux parce qu'ils ont été méchants en campagne électorale », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis ceux qui ont travaillé au Parlement, ceux qui sont députés le savent, que les députés se parlent, qu'il y a des commissions parlementaires, qu'il y a des moments où ça se passe de façon très pacifique parce qu'on veut faire avancer des dossiers. C'est quand même... je veux dire, on est mature, là. On est des personnes matures. Madame Guilbeault, votre parti aussi pourrait devenir un gouvernement minoritaire. Avec qui la CAQ pourrait conclure des alliances? Éventuellement, une coalition, vous êtes pour ou contre ça? Bien, c'est certain que c'est encore très hypothétique. Nous, bien sûr, on travaille sur le scénario d'un gouvernement de la CAQ majoritaire et c'est l'appel qu'on lance aux électeurs. On a un plan ambitieux, nous, pour le Québec, et on demande aux électeurs un mandat fort, les coups des franches, un gouvernement majoritaire pour être capable de mettre en œuvre cet ambitieux plan pour le Québec. Mais par contre, mon chef, en véritable chef d'État, je dirais, a fait la démonstration que oui, on est capable de travailler en alliance, en partenariat intelligent s'il y a lieu. Il l'a dit d'ailleurs à tout le monde en parle, de manière très magnanime, a reconnu que d'autres partis peuvent avoir des bonnes idées. Je me souviens qu'il ciblait plus particulièrement Mme Massé sur, par exemple, un projet de loi qui aurait trait à l'environnement ou autre. On serait ouverts, nous, à travailler. D'ailleurs, comme dit Mme Dorion, c'est vrai, les députés se parlent déjà. Il y a déjà quand même des alliances officielles ou officieuses qui se font entre les députés et entre les partis pour le bien des électeurs. Mais c'est certain qu'à l'évidence, nous, à ce stade-ci, on travaille encore avec le scénario d'un gouvernement de la CAQ majoritaire qui va nous permettre de mettre en œuvre cet ambitieux plan qu'on a pour le Québec. Bon, bien, Mme Dorion, il faut que je retourne à vous encore. Alors, une alliance avec la CAQ, comment vous voyez ça, Québec solidaire? On ne veut pas faire d'alliance avec d'autres partis pour l'instant. Nous autres, on va s'allier sur des mesures, sur des projets de loi, sur des projets, sur... Mais Mme Guilbeault, elle a évoqué l'environnement, puis je veux vous entendre là-dessus, parce que jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, on ne reconnaît pas exactement la CAQ que quand on compare vos programmes au champion numéro 1 en matière environnementale. Alors, vous alliez sur des questions environnementales avec la CAQ, vous en pensez quoi? Bien, ça dépend. Si la CAQ dit « alliez-nous sur telle question environnementale, alliez-vous avec nous sur telle question environnementale, mais on va faire passer le troisième lien », ça va être non. Parce que le troisième lien est mauvais pour l'environnement, va remplir le centre-ville de Québec d'encore plus d'automobiles. C'est un projet qui est mauvais. Fait qu'on va dire non, on va pas faire d'alliance sur plusieurs projets. Ça va être vraiment au cas par cas. Fait que si la CAQ dit transport en commun dans la ville de Québec, même on pousse ça plus loin, bien évidemment qu'on va dire d'accord, nous sommes avec vous. C'est sûr. On met les valeurs avant le parti. Ce que j'ai dit, ce n'est pas tant de créer une alliance à long terme ou immuable avec un parti ou avec un autre. C'est advenant la nécessité de le faire, on va être capable de se parler intelligemment et de s'entendre aux besoins avec un parti ou avec un autre si on sent que c'est dans l'intérêt des électeurs. J'ai donné l'exemple de Mme Massé parce que c'est celui que M. Legault a donné à Tout le monde en parle, mais j'aurais pu donner d'autres exemples aussi. C'est que nous, on va travailler de manière ouverte, intelligente et dans le respect de l'électorat. Mais comme je le disais, bien sûr, dans un monde idéal, on sera un gouvernement majoritaire et à ce moment-là, on pourra mettre en œuvre le plan qu'on a pour le Québec. Madame Risky, vous aussi, moi, je pense que ça va être très difficile pour la CAQ de faire des alliances avec Québec solidaire. Ouais. Moi, j'ai déjà collaboré dans le passé avec Québec solidaire sur des dossiers qui étaient très importants, notamment dans la lutte contre les paradis fiscaux et l'équité fiscale dans le dossier numérique, alors que ma couleur politique est très publique, elle est libérale. Et j'ai eu autant du plaisir à travailler avec Québec solidaire qu'avec le PQ, Jean-Martin Hossan, qui lui aussi, on travaillait, on se concertait dans ce dossier-là. Le seul parti qui refusait d'en parler, c'était la CAQ. Sur des dossiers qui sont tellement urgents, que ce soit la lutte contre les paradis fiscaux, les changements climatiques, la CAQ, je pense que ça va être très difficile pour eux d'avoir des appuis à l'extérieur de leur formation politique à eux. De notre côté, c'est clair qu'on travaille pour un gouvernement majoritaire. Et sur le terrain, nous, là, on sait qu'il y a des sondages, mais sur le terrain, on a un autre son de cloche, alors on est content. Mais oui, jusqu'à présent, à l'Assemblée nationale, la plupart des projets de loi passent quand même avec un grand consensus, sinon l'unanimité. Et dans le passé, on a été capable de le faire, notamment avec Mme Yvon, son projet d'aide médicale à mourir, unanimité. M. Jean Abel, député libéral, lorsqu'il a déposé son projet de loi pour avoir plus de jeunes dans le conseil d'administration des sociétés d'État, unanimité. C'est faux de penser qu'on ne parle pas déjà entre nous, les députés. Et moi, je m'attends de collaborer avec toutes les personnes qui seront élues. Je serais contente de collaborer avec Mme Dorion et Mme Fournier. Bon, votre chef aujourd'hui, M. Couillard, a été questionné justement sur les scénarios possibles autres qu'un gouvernement libéral majoritaire. On regarde ce que ça donne ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous allez rester pour la durée de votre mandat? J'ai pas d'autre scénario qu'une victoire électorale pour mon parti. Mais si ça l'arrive, est-ce que vous allez rester? Non, je vais gagner. Vous n'êtes pas capable de prendre cet engagement-là de rester député de Roberval? Je vais gagner l'élection générale avec mon parti.
Mais si c'est pas le cas? Je vais, encore une fois, vous répéter que je vais gagner l'élection générale avec mon Donc, vous voulez pas vous engager à rester député de Roberval en cas de défaite? Parce que je pense que je vais gagner l'élection générale. Mais si c'est pas le cas? Mais ce sera le cas. OK. Bon, manifestement, il n'aime pas du tout ces questions-là, mais est-ce qu'il n'a pas le devoir de répondre? Les électeurs, ils ont de l'appétit pour ce genre de questions-là. Ils veulent entendre les réponses. Oui, mais on est en pleine campagne électorale. Et lundi dernier, à Laval, nous, on a rempli une salle de plus de 800 personnes. J'ai refusé des gens à la porte tellement qu'on avait du monde puis qu'on avait surpassé la capacité. Alors, M. Couillard répond comme un homme pragmatique aussi avec la réalité du terrain. Le son de cloche qu'il reçoit, c'est qu'effectivement, il va encore causer la surprise parce qu'en 2014, il n'y a personne qui a dit que c'est le gouvernement libéral majoritaire. Alors, on sait, nous, on a nos propres sondages à l'interne et notre sondage est basé sur le terrain. Ouais. Est-ce qu'il y a des partis ici qui vont me dire que leurs sondages à l'interne ne leur disent pas qu'ils ont des chances de devenir majoritaires? Non? Vous, Mme Dorion. Mais du côté de la CAQ, du côté du PQ, hein? Bon, alors voilà, ce genre de questions-là, je pense que vous êtes tous un petit peu, à part Mme Dorion, sur la même longueur d'onde là-dedans. L'autre question, c'est sur la mécanique même des gouvernements minoritaires. On l'a entendu cette semaine, il y a des gens qui s'inquiètent. Il y a des gens qui se disent, est-ce que ça peut bloquer la machine? Est-ce que ça paralyse un petit peu l'État puis l'avancement de certains dossiers quand c'est un gouvernement minoritaire? Puisque ça fait partie des scénarios, je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les électeurs que ça inquiète? Tiens, Mme Fournier. Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut pas que ça bloque. Au contraire, comme je l'ai dit tantôt, je crois que ça fait en sorte qu'on doit s'asseoir tout le monde ensemble. C'est sûr que nous, comme je l'ai dit aussi, on privilégie un gouvernement majoritaire parce qu'on a des positions qui ne rallient pas nécessairement celles des autres partis puis qu'on considère qui sont vraiment cruciales pour l'avenir du Québec. Mais malgré tout, nous, c'est très clair. Là, M. Lisée l'a dit, on va gouverner pendant 4 ans si c'est ça que les électeurs décident. Hein, parce que c'est aussi un choix de l'électorat de décider qu'il va y avoir, par exemple, un gouvernement minoritaire lorsque c'est très divisé. Donc, nous, on va prendre cette responsabilité-là puis on va la porter pour que les Québécois soient fiers de leur gouvernement puis leur montrer qu'on est capable de faire des compromis. Madame Guilbeault, est-ce que ça peut marcher, un gouvernement minoritaire? Est-ce que les gens ont raison d'être inquiets? Bien, évidemment, ce n'est pas notre premier choix, je l'ai dit. C'est mieux vaut un gouvernement majoritaire pour avoir les coudées complètement franches, pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a proposé aux Québécois. Mais dans la réalité, quand ça arrive, oui, il faut être capable de se comporter intelligemment et dans le respect de la volonté de l'électorat. Donc, de ce fait, je l'ai dit tout à l'heure, au besoin et à la pièce, on peut s'adjoindre, je dirais, l'appui de certains députés, de certains partis. Il faut fonctionner, comme on dit, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme je l'ai dit au début. Mais c'est sûr que pour pouvoir mettre en place les réformes qui sont nécessaires au Québec, je l'ai dit, là, on sort de 15 ans de gouvernement libéral, il y a des réformes et des changements majeurs à implanter. Et pour ça, effectivement, ça prend idéalement un gouvernement majoritaire. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, au réinvestissement massif qui est nécessaire après des coupures ravageuses. Et pour ça, ça prend idéalement un gouvernement majoritaire. On vous entend vous savez, Mme Drolet, ce qui est un peu ironique, c'est que Yuri Chassin était invité ici, il était en débat contre Jean-Martin Hossan. Et il a dit à Anne-Marie Dussault, bien, le Parti libéral du Québec n'a pas assez coupé. Et tout le monde était stupéfait de cette réponse-là. Il a aussi dit, bien, nous, là, moi, Yuri Chassin, je ne crois pas dans un État fort. Il ne croit pas au bien public, au bien commun. Alors, honnêtement, je crois que Mme Guilbeault, vous avez peut-être plein de bonnes intentions, mais vous ne faites pas partie de l'équipe économique. Dans votre parti économique, vous avez des gens de droite qui, eux, veulent couper plus de fonctionnaires. Donc, comment on va faire pour offrir tous les services qu'on doit faire? Parce que vous devez arrêter de penser que les fonctionnaires... Un instant, Mme Guilbeault. Vous devez arrêter de penser que les fonctionnaires, c'est des personnes qui font juste aiguiser des crayons. Ils donnent des services. Et quand vous dites entre 5 000 à 20 000 fonctionnaires de moins dans l'État public, moi, je m'inquiète. Bon, un dernier petit doigt de réplique à Mme Guilbeault là-dessus. Donc, ce que j'entends, c'est que vous considérez qu'il n'y a aucun gaspillage qui se fait au gouvernement du Québec, qu'il n'y a aucun problème au gouvernement du Québec, l'approvisionnement, les contrats, l'informatique. Pour vous, tout va bien. Nous, on va aller chercher 800 millions de dollars juste en gérant, selon les bonnes règles de la bonne gouvernance pour la fonction publique, ce que vous avez échoué à faire pendant 15 ans. Et oui, il faut réinvestir en éducation. Ça prend, nous, vous serez pas Mme Guilbeault, vous allez chercher les 800 millions. On évite de parler en même temps. Mme Guilbeault. Madame Guilbeault, vous voulez couper 800 millions, mais où vous allez couper le 800 millions? Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous allez couper le 800 millions aujourd'hui? Ils ne sont pas capables. Pardon, excusez-moi, je pense que j'ai perdu le fil. La question est très simple, Mme Guilbeault. Oui, le 800 millions. Mais oui, les 800 millions. Dites-le-nous exactement où vous allez chercher 800 millions. Vous avez l'occasion de parler à tous les Québécois aujourd'hui. Allez-y. Par diverses mesures qui vont faire en sorte qu'on va éliminer le gaspillage de fonds publics. Vous avez échoué dans l'application des règles de bonne gouvernance. Vous avez échoué dans la gestion qui est nécessaire pour les services publics. Mais écoutez, si vous n'êtes pas capable de répondre. On laisse terminer Mme Guilbeault, s'il vous plaît.
Écoutez, Mme Risky, je ne peux pas croire, venant du parti qui a coupé près de 300 professionnels en éducation. Mme Guilbeault, je ne peux pas croire que vous n'êtes pas capable de répondre à une question aussi simple. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez? Alors, on va arrêter là-dessus. De toute façon, on va arrêter là-dessus, mesdames, parce que de toute façon, on est sorti du thème qui était sur la mécanique et la fonctionnalité d'un gouvernement minoritaire. Vous êtes capable de respecter le thème là-dessus, Mme Dorion? Je vous donne un petit mot là-dessus. Non, je veux, s'il vous plaît, Mme Dorion. Oui, donc moi, je comprends pas pourquoi ça a l'air comme répandu comme idée qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas souhaitable. Moi, depuis que je suis née, là, dans les années 80, tous les gouvernements majoritaires qui ont voulu avoir les coups des franches et qui les ont eus sont allés dans le sens de couper dans les services publics, de creuser le fossé entre les riches et les pauvres, de scraper le territoire du Québec, l'environnement. Moi, là, que des gouvernements soient majoritaires, là, depuis que je suis née, c'est une mauvaise nouvelle. Que des gouvernements fassent ce qu'ils veulent, puissent passer des lois bâillons, c'est des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que je souhaite pour l'avenir et de ce qu'une bonne partie de ma génération... Donc, vous préférez les gouvernements minoritaires? Je préfère pas, mais je comprends pas pourquoi. Moi, ce que je veux... On est dans le mouvement social, nous, donc les gouvernements vont succéder jusqu'à ce que ce soit nous, le gouvernement, parce qu'on va avoir fait monter le mouvement social. Et c'est sur le mouvement social qu'on travaille, parce qu'on pense que c'est la seule force capable de faire face aux lobbies qui sont là en ce moment puis qui ont capturé nos institutions publiques. On arrête là-dessus, on va passer à la pause parce que je veux vraiment qu'on se garde du temps pour le dernier thème, qui est celui de l'environnement. Et pourquoi j'y tiens? Parce que tout le temps, on a entendu, tout au long de la campagne, les gens dire on n'en parle pas assez, les jeunes particulièrement. Il est revenu, ce thème, sous différentes formes. On les aborde après la pause. Décrivez en un mot la soirée électorale de Radio-Canada. Crédibilité. Intelligent. Fort intéressant. Essentiel. Les électeurs se prononcent. Nous vous donnons tous les résultats. La soirée électorale, lundi 18h30. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Le vote d'un chercheur, ou d'un clown, ou encore celui d'une adepte de Tai Chi. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. J'aimerais tellement ça me trouver un hôtel sur le bord de la plage. Mais je sais pas trop où encore. Malheureusement, sur plusieurs sites web, on est limité à l'endroit précis où on a cherché. Trivago fait les choses autrement. Sur Trivago, vous pouvez simplement utiliser la carte, explorer toute la région et quand vous vous déplacez, Trivago continue de vous montrer les hôtels qui correspondent à vos critères. Voilà comment Trivago vous aide à trouver votre hôtel idéal à un meilleur prix. Un hôtel? Trivago. Advil pour enfants. Jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre. Advil. Et c'est reparti. Trouver la bonne police d'assurance vie n'est pas toujours chose facile. Pour certaines raisons, on me considérait comme... Proposant à risque élevé. Je n'ai par contre eu aucun problème avec Plan de protection du Canada. Leur police d'assurance vie sans exigence médicale m'a finalement donné la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Le processus a été simple et rapide, sans aiguille, ni examen médical. Toute personne âgée de 18 à 80 ans est admissible, peu importe son état de santé ou son style de vie. Plan de protection du Canada est le chef de file en assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée au pays. Aussi, les paiements commencent le 2e mois. Appelez maintenant ou communiquez avec votre conseiller pour obtenir une soumission sans obligation de votre part au 1-844-512-6060. Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit. Donc vous voulez vous construire chacun une maison, c'est ça? Oui, la mienne va être en paille. Juste en paille? La paille! Je vous conseillerais quelque chose d'un petit peu plus résistant quand même. Comme du bois? Oui, comme du bois, mais avec un bon revêtement. Comme du bois de composite ou... Ou de la paille! Ou de la brique. De la brique, c'est bon ça. Puis vous mettrez une botte de foin à l'entrée, ça va donner un petit cachet rustique. Oui, mais du foin, c'est de la paille? Ce samedi et dimanche, il y a 20 de rabais sur le produit de votre choix de 100 et plus chez Rona. Le vote d'un tripeux de médiéval, ou d'une maniaque de super-héros, ou celui d'un comptable. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter.
Notre dernier thème, c'est l'environnement. On va le décliner en 3 sujets. Je vous demande vraiment de respecter les thèmes, d'y aller assez rondement pour qu'on ait le temps de couvrir ces 3 sujets, parce que ça permet aux électeurs de mieux vous connaître et de mieux comprendre le positionnement de chacun de vos partis. Alors, commençons avec le premier sujet qui touche à l'environnement, celui des redevances de l'eau. François Legault a déclaré à un journaliste cette semaine qu'il ne veut pas augmenter les redevances de l'eau. Pourtant, la semaine dernière, François Bonnardel, qui est député sortant et toujours candidat à la CAQ, avait affirmé le contraire. Le 17 septembre, François Bonnardel a dit « 3 millions en redevances, ce n'est pas assez. Vous pouvez être sûr qu'on va aller chercher plus. » On écoute la réaction qu'il y a eu là-dessus. Philippe Couillard. Pas de double discours là, qu'on croit que les redevances sur l'eau, compte tenu de la richesse que ça représente pour le Québec, doivent être augmentées après un processus de consultation et permettre à nos entreprises de rester compétitives. Ça, c'est notre position. Mais là, je ne comprends pas qu'on puisse, à l'intérieur d'une même semaine, dire une chose et son contraire. Ma première question s'adresse à vous, Geneviève Guilbeault, candidate de la CAQ. Est-ce qu'il y a effectivement un double discours chez vous sur les redevances de l'eau? Bien, en fait, il est vrai qu'en 2012, les redevances de l'eau étaient dans notre plateforme. Par contre, ce n'est pas le cas cette fois-ci. L'augmentation des hausses de l'eau n'est pas dans notre plateforme cette fois-ci. Ce qu'on a dit et ce qu'on va faire, c'est qu'on est ouvert, par contre, à étudier la question. C'est vrai que les redevances sont actuellement assez basses. Est-ce qu'il y aurait lieu de les augmenter? C'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on est ouvert à évaluer. Par contre, on ne veut pas non plus que ça contribue à surtaxer ou à surimposer. Nous, vous voulez, on ne veut pas imposer davantage de taxes. On ne veut pas prendre plus d'argent dans les poches des Québécois. On ne veut pas aucune taxe ou impôt au-delà de l'inflation. Donc, on va essayer de trouver le juste équilibre. Mais oui, on est ouvert à consulter, à étudier, à réfléchir ensemble à la question. J'entendais M. Couillard abonder dans le même sens en disant que oui, les redevances actuellement sont assez basses, mais être quand même néanmoins incapable de chiffrer aussi cet engagement-là. Donc, nous, vous n'avez pas l'impression que votre chef recule? On est ouvert à étudier la question. Bon, ouvert à étudier la question. Deuxième thème, toujours sur l'environnement, mais deuxième sujet qui fait en sorte qu'on en a parlé cette semaine, c'est sur les milieux humides. Le 20 septembre dernier, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur qui a fait en sorte qu'au nord du 49e parallèle, la destruction des milieux humides peut être autorisée, mais sans compensation. Au sud du 49e parallèle, les entreprises vont se voir imposer une contribution financière si elles abîment. Alors, quand on parle de milieux humides, on parle d'étangs, de marais, de marécages, de tourbières, de plaines inondables, de ruisseaux, de rivières. Pourtant, c'est au nord du 49e parallèle qu'on trouve la majeure partie des milieux humides du Québec. On écoute les réactions des chefs de parti là-dessus. Ils ont décidé qu'en haut du 49e parallèle, c'était bar ouvert. C'est inacceptable. Mais une chose qui est sûre, c'est d'adopter des règlements qui ont un impact sur l'environnement, alors qu'on n'est pas là à l'Assemblée nationale pour soulever les questions. Il devrait y avoir la même réglementation partout, puis ça devrait être applicable par contre. Actuellement, c'est pas applicable ni au-dessus ni en dessous du 49e parallèle. Je ne crois pas qu'on met en danger l'ensemble des milieux humides, mais clairement, il faut que le nord du Québec, qui est un endroit très particulier au Québec, puisse faire les choses à sa manière aussi. Sur cette question bien précise, le président d'Action Boréal, il s'appelle Henri Jacob, a dit tout ça, c'est un peu la pensée des années 50. Catherine Dorion, est-ce que c'est le cas? Ah oui, c'est vraiment, en fait, la pensée, puis c'est une pensée qui va bien au-delà de l'environnement, mais c'est une pensée qui dit, entre les entreprises et l'État, le pacte qu'il va y avoir, c'est que chaque fois qu'il y a de l'argent à faire, on va tasser tout ce qu'il y a dans le chemin. Je caricature, mais ça ressemble à ça, surtout en ce qui a trait à l'environnement, surtout quand on est dans des zones où là, il n'y a pas tant de citoyens qui peuvent aller vérifier tout ça. Mais partout sur le territoire, quand il y a eu les gaz de schiste, en ce moment pour l'exploitation pétrolière, tout ça, c'est les groupes citoyens, puis je parlais tantôt des mouvements sociaux, c'est les groupes citoyens qui se sont penchés là-dessus, qui sont allés chercher des scientifiques bénévoles, qui se sont penchés là-dessus, qui ont dit « ça n'a pas de bon sens, toute la campagne coule pas chez nous », tout ça. Et maintenant, la campagne qu'on va devoir faire s'il continue avec ce qui se passe au nord du 49e parallèle, c'est des citoyens qui disent « cette terre-là, ce territoire-là du Québec, on l'aime, on veut le protéger, on veut en prendre soin ». Et arrêtez de faire, parce que personne vous regarde, parce que le spotlight n'est pas sur vous, des ententes qui scrapent notre territoire parce que quelques personnes vont faire de l'argent. L'argent, c'est pas tout dans la vie. L'environnement, c'est ce qui nous environne. C'est le territoire qui nous permet de vivre. Et c'est un territoire qu'on aime. Qui ne trippe pas à aller dans la nature? Ça fait partie de nous. Fait que de protéger, de vouloir protéger l'environnement, c'est de vouloir se protéger soi-même. Pour faire avancer notre thème toujours, troisième sujet qui est ressorti cette semaine lié à l'environnement. Est-ce qu'on est encore pris dans cette opposition entre sauver des emplois et sauver l'environnement? Écoutons ici un extrait de Philippe Couillard. Si on me dit, tu vas créer cette aire protégée-là, puis ça va faire perdre 3000 jobs dans la forêt, je dis non. Non, on trouvera une autre façon de le faire. On trouvera un autre endroit où le faire. Parce que les populations, M. Auger, vont se révolter. Je vous le dis, là. Les populations n'accepteront pas qu'on marchande leurs emplois et la façon dont ils vivent dans nos régions sur ces enjeux-là.
Madame Risky, vous êtes libérale. Est-ce qu'on entend encore cette opposition entre économie et environnement? Les sous, les chiffres, vous connaissez ça. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça pour répondre aux enjeux environnementaux qui sont particulièrement importants pour les jeunes? Bien, c'est que ça prend aussi des projets économiques verts. Ce matin, j'étais au Technoparc de Montréal à Saint-Laurent. Et écoutez, le REM, j'étais là pour voir justement les nouveaux développements. Oui, effectivement, il y a eu des coupes d'arbres. Un des 3/4 souffrait de frêle, mais on a décidé de replanter beaucoup plus d'arbres qui ont été coupés. Donc, on en replante 250 000. Mais pour faire quoi? Pour faire un projet vert. Le REM, c'est un réseau de transport collectif électrique. Alors ça, je pense qu'on est capable de réconcilier ça. Le projet éolien, oui, ça crée des emplois à valeur ajoutée, mais en plus, c'est que c'est un projet vert. On est capable d'en faire. Ce matin, j'écoutais aussi à Paul Arcan, M. Legault qui parlait d'Anticosti, puis il n'avait pas fermé la porte pour l'exploration pétrolière. Alors, il avait juste dit, bien, en fait, c'est 17 fois plus gros que Montréal, puis il y a juste 250 personnes là-bas. Je m'excuse, c'est pas uniquement le nombre de personnes qui habitent Anticosti qu'il faut savoir si oui ou non on doit faire de l'exploration pétrolière là-bas. C'est un joyau des Québécois et aussi qui est sur la liste pour être nommé patrimoine à l'UNESCO. Madame Fournier, alors on a sorti ici 3 sujets qui ont marqué l'environnement. Voyez-vous, ironiquement, aujourd'hui, votre chef a décidé de miser sur le thème de l'environnement. Il parlait de la dette environnementale. Comment vous vous positionnez sur ces sujets? Mais c'est pas du tout ironique, en fait, au Parti québécois. On en a fait un thème majeur de la campagne électorale parce qu'on aura beau aussi parler de santé et d'éducation. Si on n'a pas une planète qui est saine, bien, les autres sujets sont relégués, disons, à d'autres priorités. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et on a un plan extrêmement solide. On a vraiment déposé plusieurs propositions, comme par exemple aujourd'hui, celle sur la dette environnementale, donc qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un impact à court terme. Puis d'ailleurs, ça, c'est confirmé par plusieurs experts. Je disais M. Pinault, professeur au HEC cette semaine, qui prouve aussi qu'on est capable de combiner économie et environnement, mais qui disait que c'était vraiment les propositions du Parti québécois qui étaient les plus crédibles, les plus pragmatiques et qui permettaient d'avoir des changements à court terme. Alors nous, on veut augmenter les redevances sur l'eau. Puis d'ailleurs, je pense que les tergiversations de la CAQ à cet égard montrent à quel point, en fait, le Parti de François Legault n'a absolument aucun programme en matière environnementale. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour les générations futures parce que oui, c'est un enjeu qui préoccupe énormément les jeunes de ma génération. Je pense que c'est même pas une option de parler d'environnement, c'est obligatoire parce que c'est fondamental, c'est la planète sur laquelle on vit, comme je le disais. Donc nous, ça va être très clair, on veut respecter les cibles de diminution des GES. On sait qu'en ce moment, avec le gouvernement libéral, on va passer complètement à côté. Alors il faut vraiment qu'on puisse miser notamment sur le secteur des transports. On sait que ça représente 40 des émissions. C'est pour ça que nous, on propose un vaste plan pour le covoiturage, pour le développement du transport en commun. Et qu'est-ce que vous faites avec la cimenterie? Qu'est-ce que vous faites avec la cimenterie en Gaspésie? Des centaines de dernière question, Madame Fournier. Des routes de la région de Montréal. Qu'est-ce que vous faites avec la cimenterie en Gaspésie? En ce qui concerne les hydrocarbures, on va se retirer progressivement. Les permis d'exploitation aussi seront retirés graduellement, puis on ne donnera pas de feu vert à aucun nouveau projet d'exploitation. Et on maintient ce qui est un des enjeux les plus polluants ici au Québec avec cette cimenterie? Bien, on va retirer graduellement les permis, mais pour ce qui est de la cimenterie, on parle des nouveaux projets. Pour nous, c'est très clair. Donc, il faut se tourner vers l'avenir, puis il faut poser des gestes extrêmement concrets. Puis en ce moment, c'est le Parti québécois qui a la plateforme en la matière, puis c'est soulevé par plusieurs analyses des experts de la question environnementale aussi. Il y a plusieurs leaders de groupes. Je veux juste souligner. Mais le débat est terminé, mesdames. On n'a même plus le temps de continuer parce que le débat est terminé. Il reste 30 secondes. Je pense que la dernière chose à se dire maintenant, c'est d'appeler les gens à voter parce que c'est vraiment comme ça que ça va se jouer. On espère un taux de participation qui est élevé cette année. Les femmes sont très présentes. On l'a fait remarquer la semaine dernière. Vous l'incarnez encore une fois aujourd'hui. À toutes, bonne chance pour la suite des choses. La campagne n'est pas terminée. Merci. Et puis, espérons que les gens qui nous écoutent aillent tous voter. Merci pour ce nouveau débat, ce dernier débat du match des candidats. Ça a été un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Au revoir, bonne chance. Un plaisir également. Merci tout le monde. Au revoir.